Bonjour Hélène Valade, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver avant de parler de votre guide de l'eau vers l'infini et eau, E-A-U, de là. Bravo pour le titre. Un mot de l'ORS que vous présidez, Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Même si vous êtes déjà venu en parler, on va rappeler quelles sont les missions de l'ORS. Merci de me donner cette occasion parce qu'on n'a pas encore une visibilité telle qu'on peut s'en passer. Nous sommes une association qui est née en l'an 2000 et qui a pour objectif principal d'aider la transformation des entreprises vers des objectifs de transition environnementale, de développement durable. Nous sommes 120 entreprises au secteur d'activité extrêmement différents et le sujet, c'est de pouvoir partager des bonnes pratiques entre les membres pour passer à l'échelle, pour accélérer cette transformation et donner le plus possible à la fois de méthodos, d'informations, d'occasions de rencontrer aussi des experts à nos membres. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir si alors je dis RSE, même si c'est un peu réducteur, mais la responsabilité sociétale des entreprises elle devient stratégique au sein des entreprises. Déjà, on voit que les directeurs ou directrices RSE intègrent les COMEX. Enfin, ça, c'est une part du mouvement pour vous? C'est vrai que depuis quelques années, on voit très bien ce mouvement d'une RSE qui était très comment être en conformité par rapport à la loi, à une RSE qui a visé vraiment la transformation des modèles économiques à l'intérieur des entreprises et qui du coup s'est en effet rapproché des axes stratégiques. Au fond, c'est plus un sujet qui est posé à côté à l'intérieur des entreprises, mais qui a vraiment pénétré la stratégie globale. Ça se traduit dans le positionnement d'ailleurs de ces directeurs du développement durable qui sont maintenant rattachés directement à la direction générale et qui se rapprochent aussi des directions financières. Et c'est tout le mouvement de cette nouvelle directive européenne CSRD qui va nous conduire à avoir des standards qui demandent de tenir en même temps la composante financière, donc investissement, et la composante environnementale et sociale. Mais il y a toujours la question du rythme, de l'accélération, avec un message, on va dire, une alerte lancée par le climatologue Jean Jouzel qui était à l'université du MEDEF. D'autres participants ont ressenti ça. Cette impression d'un coup de pied sur le frein. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi? Non, alors je pense que, comme d'habitude, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même sac. Et c'est vrai qu'il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Mais quand on remet ça dans une perspective un peu historique, c'est-à-dire par rapport à ces 10 dernières années, le mouvement, il est quand même à une réelle accélération. Ça ne va pas assez vite. Ça, c'est clair et net. Et on est tous en train d'espérer des alignements de planètes, au fond, entre les institutionnels, les politiques, l'évolution de l'opinion publique et de nos Parce que si on veut aller, si on veut aller plus vite, il y a un coût social. Il faut un accompagnement budgétaire, étatique, européen, enfin français et européen. Absolument, il y a des investissements qui vont être nécessaires et donc il y a des directions qui doivent être pérennes. Enfin, je veux dire par là, il y a des trajectoires qui sont données par les institutions qui doivent être pérennes pour permettre ces investissements sur le long terme. Alors, vous proposez donc ce guide de l'eau vers l'infini et au-delà. Pourquoi cette démarche déjà ? Parce que l'eau, c'est un bien essentiel à la vie. Il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de vie animale, il n'y a pas de vie végétale sans eau. C'est un peu, pour nous, alors, la mère de toutes les autres batailles, donc avec des liens, évidemment, avec le climat et puis avec la biodiversité. Et l'eau, et ça fait des années qu'un certain nombre d'entre nous le disent, l'eau, elle est en danger. C'est-à-dire que cette ressource, elle est sous tension très fortement, y compris en France. Oui, alors qu'on va en parler de réutilisation des eaux usées dans un instant dans notre débat. La France, on s'est cru béni des dieux pendant des siècles, des décennies, j'allais dire, mais non, des siècles. Sauf que la guerre de l'eau, on commence à la voir. Il y a les méga-bassines et d'autres. Donc, on est mûr pour ça ? J'espère, en tout cas c'est pour ça que l'on produit ce guide de l'eau. Ce guide de l'eau, parce que je pense que dans la perception encore de la majorité des personnes, que ce soit d'ailleurs en entreprise ou chez les consommateurs et des citoyens, on a l'habitude de voir l'eau qui sort du robinet. C'est pas un enjeu ou pas suffisamment un enjeu. Voilà. Et nous considérons que ça n'est en effet pas assez perçu comme un enjeu. Or, il y a des vraies tensions. On a vu les arrêtés de restriction d'eau cet été encore dans un certain nombre de communes qui n'avaient plus d'eau du tout, où l'eau était juste distribuée un jour sur deux. Exactement comme on peut le voir dans des pays dans le monde qui sont soumis à des très très grand stress hydrique depuis des années. Il y a des nappes phréatiques qui sont vidées et il y a des sols qui ne permettent plus la perméabilité
parce que les pesticides, herbicides ont créé une sorte de couche qui fait que l'eau ne pénètre pas. Alors ça, c'est pour le constat. Ouais. Dans ce guide de l'eau, qu'est-ce qu'on trouve des priorités, par exemple, pour préserver nos ressources en eau? On trouve aussi des arguments pour convaincre à l'intérieur de l'entreprise de l'importance de cet enjeu. Parce que, comme vous le dites très bien, la sensibilité est plus forte et l'accent a été énormément mis sur le climat, à juste titre. Mais malheureusement, ça n'est pas le seul enjeu. Et donc, il y a vraiment des interactions entre climat et eau. C'est d'ailleurs aussi à cause du réchauffement climatique que l'on vit ces tensions sur l'eau. Donc, ce guide, il cherche à faire ressortir tous les arguments qui peuvent amener un COMEX à prendre des décisions en matière de réduction de la consommation d'eau, par exemple. Mais alors, c'est une question que je pose souvent sur le climat, qui vaut aussi pour l'eau en termes d'investissement. Alors, ça va dépendre des secteurs, des entreprises, de la quantité de consommation de l'entreprise, évidemment. Mais sont des investissements. Est-ce qu'on peut comparer les investissements qu'une entreprise doit faire en matière de climat pour tenir une trajectoire CO2 avec ceux de l'eau? Oui, ce sont des investissements qui vont être importants, sauf le premier, qui est tout simplement de mesurer la consommation. Parce que c'était tellement une commodité et tellement un faible enjeu que la mesure en tant que telle de la consommation d'eau n'était pas véritablement prise en compte dans les prises de décision et dans ces indicateurs environnementaux que l'on reporte. Donc la première chose, c'est ça. Et il y a plein de techniques qui permettent, enfin il y a des compteurs d'eau, il y a des télétransmissions des données qui permettent d'avoir des informations en temps réel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et vous avez raison, il y a tout un tas de solutions qui vont nécessiter des investissements, qui sont maintenant possibles en France. Vous allez parler tout à l'heure de la réutilisation des eaux usées traitées, le REUT. Le fameux REUT, voilà, mais qui va permettre de faire des vrais progrès sur ce sujet. C'était possible dans d'autres pays européens. Ça ne l'était pas en France. Et en effet, la législation est en train d'évoluer là-dessus. Et ça, ces solutions-là, dans les process industriels, elles permettent, par exemple, vous voyez, de réintégrer de l'eau usée traitée dans le process pour une fabrication donnée. Il y a toujours, alors évidemment, on est en pleine période d'inflation de longue durée. Cet argument-là, il est peut-être difficile à entendre, mais il y a toujours l'argument du prix. Il y a l'argument du prix. Est-ce qu'il faut que l'eau soit de plus en plus chère quand on en consomme de plus en plus? Oui, alors ça, c'est la fameuse progressivité ou non de la tarification de l'eau, et notamment pour les industriels. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais je pense surtout qu'il y a déjà la prise de conscience de combien ça coûte en réalité. C'est-à-dire que cette donnée-là, elle était beaucoup moins prise en compte que la facture énergétique, que la facture carburant dans les entreprises. Et donc permettre d'avoir cette connaissance-là pour décider, moi, ça me paraît déjà être la première étape. On va prendre un exemple, le secteur du luxe, de la mode que vous connaissez bien, puisque vous êtes également directrice développement et environnement chez LVMH. L'industrie du vêtement, c'est un gros consommateur d'eau, on le sait. Peut-être, j'allais dire, s'il y a une prise de conscience, vous allez me répondre oui, mais les actions qui sont faites en la matière, si on prend l'exemple de LVMH. Si on prend l'exemple de LVMH, qui n'est pas simplement la mode. Parce oui, bien sûr. Non, mais il y a aussi vin et spiritueux qui est plus consommateur d'eau. C'est vrai, l'agriculture est le premier consommateur. Que mode et maroquinerie, et que parfum et cosmétiques d'ailleurs. Donc c'est aussi important de rappeler ces macros-là. Et la première chose, c'est donc de mesurer, comme je le disais tout à l'heure, de prendre aussi une trajectoire de réduction de l'eau. Et là, il se trouve que les scientifiques commencent à mettre à notre disposition, comme c'est arrivé pour le climat, la mesure de trajectoire d'eau. C'est-à-dire, si on veut respecter les limites planétaires sur l'eau, de combien doit-on faire des réductions de consommation à échéance 2030-2040. Donc, ça s'appelle SBTN, qui est Science Based Target Nature, et qui permet de faire cela. Donc ça vous a permis de définir un plan d'action. C'est grâce à cela qu'on a commencé à déterminer une trajectoire, donc 30% de réduction de la consommation d'eau d'ici 2030, et ça va être suivi d'impact aussi et de prise d'objectifs sur la réduction de l'impact sur la qualité de l'eau, parce qu'il y a le problème quantitatif dans l'eau, et puis il y a aussi le problème des pollutions, et il faut qu'on soit en capacité de traiter les deux sujets en même temps. Et comme vous le dites, derrière, il y a véritablement des solutions, c'est-à-dire il y a arrêter d'utiliser l'eau potable pour n'importe quel process, donc réutiliser, comme on se le disait, les eaux, avoir aussi de la micro-irrigation, travailler sur des espèces, notamment des espèces végétales
qui s'adaptent davantage au réchauffement climatique et qui du coup consomment moins d'eau. Donc beaucoup aussi de recherche, de développement derrière. Voilà, les solutions sont là, mais c'est vraiment la prise de conscience qu'il fallait déclencher. Merci beaucoup Hélène Valade, ce guide de l'eau vers l'infini et au-delà, EAU évidemment. À bientôt sur Bismarck. Merci on passe à notre débat et donc on va parler de réutilisation des eaux usées.